Donc pour faire ça, on peut tenir une comptabilité mutuelle. On donne un prix à ce que tu as fabriqué et que tu me donnes, ou que tu me vends, ou que tu me cèdes, ou que tu me transfères, on peut prendre le mot qu'on veut. On fixe un prix, on va dire ça vaut, tu as fait une tasse, voilà, tu me donnes ta tasse, voilà, tu ne l'as plus, c'est moi qui l'ai. Combien elle vaut à ton avis? On va dire elle vaut 10. On s'en fout, c'est une question d'échelle, c'est arbitraire, on dit elle vaut 10. Bon, ok. Donc toi, tu n'as plus ta tasse, tu vas mettre moins 10 par exemple. Et moi j'ai reçu ta tasse, je vais mettre plus 10, j'ai reçu 10. D'accord. Alors déjà là, on sait où on en est les uns par rapport aux autres, et on a notre système de comptabilité mutuelle. On sait que lui, il a un truc en moins, moi j'ai un truc en plus. Et on pourrait dire, donc, tu as moins 10 et j'ai plus 10. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on décrit l'échange de la tasse avec des chiffres, en mettant celui qui l'a plu en négatif et celui qui l'a reçu en positif. C'est la même chose, c'est dans le même sens. Alors, on ne fait pas ça déjà avec la monnaie, on le fait en sens inverse. C'est-à-dire? Eh bien, si tu me dis, j'ai fait cette tasse, est-ce que tu la veux? Oui, d'accord. Combien elle vaut? Elle vaut 10. D'accord, je l'ai, tu ne l'as plus. Donc c'est moins 10 pour celui qui a la tasse, c'est ça? Alors, si on fait dans l'autre sens, c'est moins 10 pour moi et plus 10 pour lui. Voilà. Et là, ça devient de la monnaie. D'accord. Parce que lui, qui n'a plus sa tasse, qui l'a perdue, il a l'impression que je lui ai donné 10. Si je sors un billet de 10 de ma poche et que je lui donne ce bout de papier-là à la place, il a l'impression qu'il ne s'est pas appauvri de sa tasse. Il a l'impression qu'il a quand même un crédit de 10. Oui. Bon. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y en a un qui est monté, l'autre qui a descendu. Peu importe le sens en fait. Hein. Il y en a un qui a été à plus 10, l'autre à moins 10. Ça, c'est un système de crédit mutuel. C'est le système des systèmes d'échange locaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a un transfert, il y en a un qui marque en moins, l'autre en plus. Alors que le génie de la création de monnaie du système bancaire, c'est de dire, à partir de maintenant, pour que moi je puisse avoir cette tasse-là, il faut que j'ai des unités positives. Si j'ai pas plus 10 pour te l'acheter, tu peux pas me la vendre. Donc il faut d'abord que je peux pas être à 0 et me mettre à moins 10 pour que toi tu aies plus 10, il faut que je sois d'abord à plus 10. Et donc la magie de la création de monnaie, c'est de dire à tout le monde, maintenant vous n'avez plus le droit de descendre en dessous de 0. C'est moi qui crée les chiffres et c'est moi qui vous les donne. Et si vous n'avez pas de chiffres, vous crevez de faim. Vous n'avez pas le droit au débit. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit de recevoir sans avoir vendu quelque chose d'abord pour avoir des unités monétaires positives. Donc ça veut dire, moi le roi, je suis le seul à pouvoir créer des unités monétaires positives. Je suis le souverain, j'ai ce privilège-là. C'est un privilège régalien, j'ai le droit de frapper monnaie. Et donc si vous voulez des unités monétaires positives, il faut venir me les demander. Et là, je vous les donnerai. D'accord, donc les banques aujourd'hui, elles ont ce pouvoir régalien. Voilà. C'est ce que font les banques. Et elles nous le font payer. Donc si je veux avoir 10 sur mon compte, il faut que je les emprunte. D'accord. Et il faut que je les paye, il faut que je paye l'intérêt dessus. En plus, oui. Donc on peut dire, c'est pas facile à comprendre, mais on peut dire que le fait de croire que la monnaie est un moyen d'échange, c'est le fruit d'une illusion que j'ai essayé de décrire là. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir oublié que en fait, c'est un jeu à somme nulle. Quand il y a quelque chose qui change de main, il y en a un qui monte, l'autre qui descend. On a oublié ça et on croit qu'il faut forcément être en positif. Et donc on croit que la monnaie, c'est quelque chose qui existe vraiment. On croit que c'est un moyen d'échange. On croit que c'est qu'on a des chiffres et que je te les donne quand tu me donnes une tasse. Je te les donne en échange de ta tasse. Mais en fait, si on regarde, si on est tous à 1000, la tasse, une fois que je lui ai acheté, moi je suis à 990 et lui il est à 1010. Oui. Le crédit mutuel, il est toujours là. Moi j'ai baissé de 10, lui il a monté de 10. C'est juste qu'on nous a forcés à être à 1000. Mais on pourrait très bien être à 0, c'est exactement pareil. Ça, c'est et on payerait la monnaie à personne. Oui.
Parce que la monnaie, oui, elle nous coûte très cher finalement. Alors là, on voit que c'est compliqué. Là. Ouais. On voit qu'on peut se faire avoir facilement sur des trucs comme ça. C'est pas évident à voir, et c'est pas évident à comprendre. Là, je suis en train de travailler sur un gros bouquin pour expliquer bien tout ça et proposer un système justement qui permette de se servir d'un système de mutuelle comme ça, où il n'y ait pas de création de monnaie, tout simplement. Tout le monde reste à zéro tout le temps. Enfin, quand on achète et qu'on vend, évidemment, il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Mais si on fait la somme de tout le monde, il y a zéro. Il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie, donc il n'y a pas de centre, donc il n'y a pas besoin d'émetteurs de monnaie, donc chacun est responsable de ses échanges. Ça, c'est intéressant. Voilà, on me dit, alors, que pensez-vous du système d'argent fondante? Alors l'argent, c'est le système, je pense, de crédit fondant, ce qu'on appelle. Ouais, alors bon, c'est un truc dans les monnaies complémentaires. Alors les monnaies complémentaires, c'est des systèmes alternatifs qui permettent d'avoir de la monnaie, une nouvelle monnaie, quoi, une nouvelle monnaie complémentaire qui vient à côté de l'euro et qui est distribuée, enfin que les gens achètent avec des euros. Il faut aller l'échanger avec des euros. Il faut avoir des euros déjà pour en avoir. Et donc après, on a des billets ou des comptes ou des cartes et on peut aller les dépenser dans une région, dans une ville. Il y a des épiceries sélectionnées, il y a une charte à respecter. On ne peut pas acheter chez tout le monde, c'est seulement chez ceux qui ont accepté la charte, qui font partie du groupement de la monnaie complémentaire. Et donc on peut dépenser, utiliser cette monnaie complémentaire-là pour faire des achats dans ces entreprises-là. Et donc sur certains types de monnaies complémentaires, elles perdent de la valeur un petit peu au bout d'un mois ou deux, ce qui fait que quand elles risquent de perdre un peu de valeur, on a tendance à aller acheter quelque chose, même si on n'en a pas tellement besoin, c'est pas grave, on va dépenser la monnaie parce que la monnaie tourne. Du coup, la monnaie tourne beaucoup plus vite que des euros. Et du coup, ça permet de faire plus de transactions dans une zone donnée. Donc voilà, c'est l'intérêt de la monnaie fondante, c'est que elle permet de faire plus de transactions avec la même masse monétaire. D'accord, bon, c'est quand même un petit avantage. Oui. Alors je réponds à Gaspard parce que lui il a fait une aparté, il demande s'il a la pause parce qu'ils sont habitués à la pause à 21h. Eh bien non mon cher Gaspard, il n'y aura qu'une pause à 23h parce que malheureusement pour les problèmes de train, Monsieur Fouché devra nous quitter vers 23h. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire de pause à 22h comme d'habitude. Voilà. Alors, on me dit aussi, comme question... Ah, il ne voit pas. Steph, serait-il possible d'avoir un peu de thé? si possible, désolé. Comme il n'y a pas de pause. Alors... on me demande aussi, peux-tu nous parler de la TRM et d'Open UDC? Qui c'est qui? Alors je ne connais pas, je ne sais pas si vous connaissez. Eurasien qui nous demande ça. La TRM et l'Open UDC. C'est très intéressant et très peu de gens comme Gérard connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Oui. Alors c'est quoi ce système? J'ai même travaillé avec Stéphane Laborde sur la dernière version de la TRM. C'est quoi juste au niveau de l'écriture? C'est quoi la TRM? Alors c'est un ouvrage vraiment de recherche pure qui s'appelle TRM, ça veut dire théorie relative de la monnaie. C'est un ingénieur qui s'appelle Stéphane Laborde qui a écrit ça avec beaucoup de recherche et beaucoup de soins et beaucoup de talent. Merci. Et beaucoup d'intelligence, merci. Et donc c'est une analyse de la monnaie en tant que, alors comment dire pour que ce soit pas trop compliqué, en tant que flux qui matérialise les transferts de biens réels entre humains dans une zone donnée. Et donc c'est une théorie dont la conclusion est que les unités monétaires ne peuvent pas être émises par un centre émetteur, et encore moins évidemment sous forme de dette, ce qui fait qu'il y a toujours un manque permanent de monnaie. Mais la conclusion de la théorie relative de la monnaie, c'est de dire pour qu'une monnaie soit équitable, c'est-à-dire que pour que tout le monde en ait la même quantité à un instant donné, à chaque instant, et que pour que tout le monde, d'une génération à l'autre, en ait aussi la même quantité au cours de sa vie, il faut que cette monnaie soit distribuée sous forme d'un dividende universel monétaire,
c'est-à-dire d'une part de monnaie individuelle, inconditionnelle. Et il faut que la monnaie soit distribuée de cette façon-là à chaque membre de la communauté, à chaque citoyen de la communauté. Et il convient, pour que ce soit vraiment équitable à la fois dans l'espace à un instant T et dans le temps sur la durée, il faut que la distribution de monnaie soit un pourcentage constant de la masse monétaire existante. De manière à ce que, d'une année à l'autre, le pourcentage restant constant par rapport à la masse monétaire augmente, mais le revenu, le dividende universel, augmente aussi en proportion. C'est-à-dire il représente toujours la même proportion du total. Donc il est toujours identique pour tout le monde, relativement. Ouais. Voilà, si au début d'un système, on reçoit 100 tous les mois sur une masse monétaire de 100 000, quand la masse monétaire fera 200 000, on recevra toujours le même pourcentage, c'est-à-dire 200. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a eu des expériences qui ont été menées, on peut dire, non. Alors justement, justement, la personne qui nous pose la question nous parle d'OpenUDC. OpenUDC, donc OpenUDC, c'est une monnaie qui est en développement en ce moment et qui est assise sur la théorie relative de la monnaie. D'accord. C'est où cette monnaie? C'est dans le sud, ça, que ça se fait, vers Toulouse? Non, elle est nulle part en ce moment, puisqu'elle est en développement. Ah, elle est en développement, d'accord. Voilà, s'il y a des développeurs qui écoutent, ils peuvent taper OpenUDC. Il y a aussi Ucoin qui est intéressant. Et il y a d'autres... alors, il y a plein d'autres monnaies et systèmes d'échange qui se mettent en place en ce moment ou qui sont en développement en ce moment. Il y a une espèce d'écologie de la transition qui est en train de se mettre en place, en fait. Oui, d'accord. Et donc, les recherches dont parle ce monsieur-là sont effectivement à la pointe du progrès, je dirais. D'accord. À la pointe de la recherche actuellement. Vous faites des recherches en géopolitique, apparemment, non? Je sais pas. Bah oui, forcément. Forcément, parce que c'est intéressant aussi de voir. Moi, j'essaye de voir quelle est l'influence des pouvoirs monétaires, des différentes zones monétaires sur la situation géopolitique. Bon, il n'y a pas que des intérêts monétaires, il y a des intérêts stratégiques, énergétiques, politiques, etc. Évidemment, au niveau géopolitique, il y a des tas et des tas d'intérêts différents qui se croisent, qui s'accumulent, qui s'opposent, etc. Mais le contrôle des zones monétaires, c'est un élément essentiel de la géopolitique, c'est évident, c'est certain. D'accord. Ah oui, c'est certain. Parce que là, on vit une période où on a vu, par exemple, j'ai vu la Chine et la Russie qui vont se passer du dollar dans leurs échanges. Oui, ça craint, ça. Enfin, je veux dire, c'est un élément essentiel de la guerre des monnaies, qui a lieu depuis des siècles. Et qui fait que, sachant que, quand on comprend que la monnaie c'est un outil essentiel de pouvoir et de domination pour un pouvoir centralisé, un royaume, un État, peu importe, quand on comprend que la monnaie c'est quasiment avec le sabre, avec les soldats, c'est l'outil essentiel de contrôle d'une zone, d'un territoire donné, par un pouvoir donné, évidemment que entre zones, il y a des conflits. Des conflits, oui. Et donc, il y a aux frontières, ça se bagarre toujours. Ça se bagarre toujours à la fois pour contrôler les populations, mais aussi à la fois pour contrôler la base fiscale qui rapporte au centre, et à la fois aussi pour contrôler les missions monétaires qui s'opposent au bord. D'accord. Parce que là, on a vu aussi même les BRICS, je crois, ils ont passé un accord pour de plus en plus se passer du dollar dans leur échange. Oui, parce que tous les pays du monde se rendent compte que les Américains ont pris le pouvoir planétaire grâce au dollar, grâce aux deux éléments essentiels du pouvoir, c'est-à-dire la monnaie et l'armée. Enfin, la force et l'intelligence financière. Et donc, la plupart des pays se rendent compte que le pouvoir du dollar est un pouvoir exorbitant et qu'il est urgent de créer des systèmes qui rééquilibrent un peu les forces, quoi. Parce que, est-ce qu'on peut même dire que tout le fondement de la puissance américaine, justement, c'est le dollar et son armée? Voilà, ce sont les deux piliers de sa puissance, quoi. Oui, c'est-à-dire déjà, si on enlève le dollar, il risque d'être moins puissant, quoi. Oui, bien sûr. Oui. C'est le contrôle de la monnaie qui permet de financer, exactement comme l'histoire que nous raconte
David Graeber dans son livre La dette, 5000 ans d'histoire, et qui nous montre, mais il n'y a pas que lui, il y a Marcel Mauss, il y en a des dizaines et des dizaines d'anthropologues qui font dont les recherches convergent, et qui nous disent que la monnaie c'est un outil politique d'abord, c'est pas un outil économique, c'est d'abord un outil politique, un outil de contrôle, donc c'était un élément essentiel de tous les empires, et c'est un élément essentiel des États-Unis. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez parler de votre Mink Show? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui me dit ça. Le Mink Show. Voilà. Ah, le mini show. Ah, le mini, il a fait une faute il a fait une faute alors. Il a marqué. Il a non, il doit être un petit peu plus haut parce que des fois ça remonte. Ouais, c'est bizarre. Bon, enfin, le mini-show. Oui, le mini-show, c'est un petit show, un petit truc, des petites vidéos que je faisais. Alors, j'ai un peu arrêté parce que depuis 1 an et demi, là, je fais plein de conférences partout. J'arrête pas, là, je suis épuisé, là, ce soir, parce que je reviens, enfin, là, le mois de mai, j'en ai fait, je sais pas combien, j'ai passé ma vie en train et en avion pour aller faire des conférences partout. Donc, j'ai pas le temps de m'occuper du mini-show pour répondre à... Mais je meurs d'envie d'en refaire parce que je m'éclate à parler tout seul devant ma caméra, et puis parce que ça permet en même temps de distraire un petit peu les gens en réfléchissant ensemble sur des trucs importants, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à parler un peu de la monnaie, c'est en faisant ces petites vidéos là, et il y en a qui faisaient 2 minutes, 5 minutes, il y en a qui font une demi-heure. Et c'est un moyen intéressant de se réveiller les uns les autres, en fait. C'est un peu ça le but, toujours. Bon, voilà, au moins, voilà, mon cher Razien. Peut-être qu'il y aura bientôt des mini-shows qui vont revenir. Là. Si j'arrive à un petit peu moins de conférences, je vais en refaire. D'accord. Voilà. Alors, on me dit, ne craint-il pas un reset général, comme le FMI l'a suggéré sur les dépôts pour renflouer les banques? Ah bah si, c'est possible, c'est prévu, hein, c'est passé dans les lois. Alors c'est quoi ce reset général? Voilà, comme un chip, c'est-à-dire on va se servir sur les comptes directement, quoi. C'est vraiment l'arme ultime, ça. C'est-à-dire que du point de vue du secteur bancaire, le secteur bancaire, il représente et il est le créancier du monde. Parce que bon, Woody Allen disait, mais si tous les pays sont endettés, alors où est passé l'argent? Bon, et tous les pays sont endettés, là, en ce moment. Donc, où est passé l'argent? Il est passé du côté des émetteurs de monnaie. Donc, il y a un énorme émetteur de monnaie qui est l'ensemble du secteur bancaire pour toute la planète, qui émet toutes les unités monétaires et qui les loue à intérêt à l'ensemble des pays et l'ensemble des citoyens. Donc, tout le monde est endetté vis-à-vis du secteur bancaire, qui est donc le souverain de la planète. D'accord. Bon. C'est comme s'il y avait un roi qui a fait de la monnaie pour tout le monde. Et tout le monde doit payer de l'impôt au roi. Là, le roi, c'est le secteur bancaire, qui crée la monnaie pour tout le monde, et tout le monde doit payer l'impôt au secteur bancaire. L'impôt, c'est l'intérêt. Bon. Est-ce que ce roi, on peut dire c'est la Fed, non? Oh non, non, ils sont plusieurs. Non, ah oui, il est protéiforme. C'est protéiforme, il y a plein de conflits. Et donc, qu'est-ce qu'il demandait d'autre? Ah oui, et donc on pompe dans les dépôts. Oui. Voilà, parce qu'à un moment, si le souverain se rend compte que la population, mécaniquement, parce qu'ils n'arrivent plus à piller la planète, parce qu'ils n'arrivent plus à monétiser des trucs qui ne sont pas encore monétisés, parce qu'ils n'arrivent plus à travailler plus au point de pouvoir payer les intérêts, le souverain, il se dit, je vais quand même pas les laisser tous crever, parce que s'ils crèvent tous, ou qu'ils se mettent tous au black, ou qu'ils s'en vont tous à la campagne, moi j'aurais plus rien. Bon. Et donc, dans les époques très anciennes, bibliques, les souverains avaient compris ce principe-là. Et il y avait une annulation périodique de toutes les dettes. Tous les 49 ans, 7 fois 7 ans, il y avait un jubilé. La Bible en parle. Et donc, tous les 49 ans, le souverain disait, bon, c'est bien, vous avez bien travaillé pour moi, mais vous êtes trop endetté maintenant, vous n'arrivez plus à payer la dette, ou vous n'arrivez plus à payer l'impôt, et vous êtes tous en train de partir à la campagne, donc on annule la dette, on repart à zéro. C'est génial, parce qu'on ne change pas le système. On repart juste à zéro. Donc c'est parfait. Alors que maintenant, le secteur bancaire représente tous les créanciers, c'est-à-dire
tous ceux qui ont de la monnaie en trop et qui reçoivent les intérêts que ceux qui n'ont pas assez de monnaie leur payent. Et donc, c'est un monde où les créanciers ont le pouvoir. Et donc, quand on dit tout le monde est endetté, non, il y a des gens qui sont créanciers. Mais il y a un tout petit nombre de créanciers et un grand nombre d'endettés. Et donc, les créanciers se disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait s'ils n'arrivent plus à payer? Eh bien, on va aller prendre de l'argent à ceux qui en ont. Parce que la dette, c'est sacré. Nous, on est les créanciers, et donc il est hors de question qu'on accepte qu'ils arrêtent de payer leurs dettes. Donc, même s'ils ne sont pas d'accord, ils arrêtent de payer votre dette s'ils veulent, mais nous, il faut qu'on soit payés. Donc on va pomper sur les comptes de ceux qui ont un peu des économies. Et puis les États aussi. C'est pas pour ça aussi qu'il y a cette attaque sur les États, parce que les États, là on a vu les attaques sur la Grèce, sur l'Espagne, sur l'Italie, avec les taux d'intérêt qui ont flambé, voilà. Est-ce que c'est pas une punition collective un peu du genre, bon bah puisqu'on n'arrive plus vraiment, les gens n'ont plus d'argent, bah on va aller à la source, quoi, entre guillemets, bon bah qui est-ce qui a encore le plus d'argent en Italie, à part l'État italien, quoi, si j'ose dire. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est un raisonnement de créancier. C'est vraiment un raisonnement de créancier buté qui veut absolument être payé. C'est quelqu'un qui a prêté 1000 € à un gars qui boit, qui rembourse jamais rien, et qui lui dit, bon, t'arrêtes de boire, faut que tu te remettes au boulot, tu bosses, et tu crèveras s'il faut, mais il faut que tu me payes. Donc le raisonnement, il s'applique à la Grèce, il s'applique à l'Italie, il s'applique à l'Espagne, c'est-à-dire que vous êtes endettés, on vous a donné de la monnaie, mais la monnaie, elle est payante. Vous l'avez peut-être pas vu, mais la monnaie, elle est payante. Il faut payer les intérêts sur la dette. Donc comment vous allez faire? Eh bien, vous allez payer vos impôts et votre État va nous payer les intérêts de notre dette. Dans la plupart des pays, maintenant, le budget principal, c'est pas la défense ni l'éducation, c'est le service de la dette. Y compris la France, il faut le rappeler. Y compris la France, ouais. Donc les attaques contre les États, ce sont des attaques qui visent le pouvoir de taxation des États sur leur population. Et donc je pense que c'est pour ça que des pays où l'État est moins puissant, peut-être un peu comme la Grèce, où il y a moins une habitude il y a plus des habitudes de liberté et d'échappatoire à la coercition fiscale, et donc forcément l'État est moins puissant pour faire rentrer les intérêts de la dette. Donc les menaces sont probablement plus fortes sur ces États-là. Voilà. Et les intérêts sont plus forts, puisque comme en tant que créancier, si je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ne vont pas me payer, je vais faire payer plus cher ceux qui payent. Donc j'augmente mon intérêt, j'augmente le taux d'intérêt. Parce que je sais que sur 5 millions, il y en a qu'1 million qui payent. Mais moi, il faut que je sois payé comme s'ils étaient 5 millions. Donc les 1 million, ils vont payer 15%. S'ils payaient tous, ils payeraient moins cher. Alors qu'en France, le pouvoir français et les Français sont beaucoup plus disciplinés. Et puis, et donc un pouvoir de coercition plus fort aussi, l'État français. Probablement, oui. Et donc du coup, les intérêts sont moins élevés. D'accord. Alors, on me dit, si l'on part du principe que la création monétaire est une forme de souveraineté qui, idéalement, devrait être populaire, ne pensez-vous pas, comme Étienne Chouard, que c'est la démocratie représentative qui est à revoir afin d'agir dessus? Est-ce que, oui, pour forcer ces banquiers, il ne faut pas reprendre le pouvoir politique d'abord et ensuite modifier ce pouvoir bancaire, financier, quoi? Ouais, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi. Je pense que les deux stratégies sont intéressantes et que c'est bien de s'intéresser aux deux, c'est bien de travailler pour celle à laquelle on croit le plus. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a tellement de choses à faire que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, comme je dis à ceux qui viennent me voir en conférence, essayez de trouver quelque chose où vous vous sentez bien, où vous avez envie de faire quelque chose, d'être actif, de progresser, et puis voilà, lancez-vous là-dedans. Si c'est la démocratie, lancez-vous dans la rédaction de la Constitution avec Étienne Chouard, ou si c'est la monnaie, faites un système d'échange local, faites quelque chose. Le principal, c'est que ça vous plaise, comme ça au moins vous serez efficace, et puis vous serez content de le faire, vous serez plus convaincant avec les autres, etc. Mais l'approche de la démocratie, oui, elle est fondamentale aussi, elle est très importante. Alors après, moi je me pose la question de me dire, est-ce qu'on peut transformer un monopole de pouvoir
en allant écrire quelque chose qui va changer leurs habitudes? Je me pose un peu la question, je suis pas sûr. Mais bon, peut-être qu'on peut réformer de l'intérieur avec des textes des gens qui ont un pouvoir qui ont le monopole de la violence physique quand même, l'armée, la police, etc. Donc, et le fisc. Donc, je sais pas, on peut essayer, il faut essayer, on verra bien. Ouais, parce que c'est... à mon avis, c'est peut-être plus facile et plus essentiel de désamorcer ce qui fait qu'ils ont la puissance. D'accord. Ouais. C'est-à-dire désamorcer la monnaie. Désamorcer la monnaie. Voilà, je pense. Ouais. Et pour désamorcer la monnaie, à partir du moment où on sera, je sais pas, 10-20% de la population à bien avoir compris le truc, ça sera beaucoup plus difficile de nous l'imposer. D'accord. Parce que c'est un peu leur retirer leur pouvoir, quoi, si j'ose dire, que plutôt de les déplacer, parce que ça va être difficile quand même. Si avec une revendication de réforme monétaire, on déclare par exemple à quelques dizaines de milliers de citoyens, on réclame une réforme monétaire parce qu'on a compris que la monnaie est créée par la dette et donc on veut arrêter de payer le service de la dette, en tout cas pas sur la monnaie. On veut bien payer des intérêts sur de la monnaie qui existe et que des gens ont vraiment emprunté à des gens qui l'avaient vraiment d'abord, mais on ne veut plus payer des intérêts à un centre émetteur privilégié. Bon. Donc du coup, on ne veut plus payer la partie des impôts qui sert à financer les intérêts. Donc du coup, on met aussi en place un mouvement pour pouvoir choisir ce qu'on fait avec nos impôts. Et choisir de payer ça et pas ça. Et là, je pense que d'un point de vue moral, c'est très facile à défendre. C'est la liberté de base d'avoir le droit de refuser ou d'accepter de financer ça plutôt que ça. D'un point de vue pragmatique, je pense que ça serait très certainement plus efficace. Enfin, en tout cas, ça éviterait beaucoup d'excès qui sont dus au fait que, étant donné que l'impôt est obligatoire, ça permet à ceux qui le touchent de financer ce qu'ils veulent avec excès, ce qui nous donne les résultats qu'on a, quoi. Une éducation nationale qui ne fonctionne pas, une défense qui ne sert plus à rien, des choses qui coûtent très cher et qui fonctionnent mal. Donc peut-être qu'on pourrait réfléchir à ça. Et donc là, en travaillant sur la monnaie, en travaillant sur les conséquences que ça a au niveau des institutions, ça c'est très subversif, à mon avis. C'est très je veux dire, ça touche des choses qui sont... Une fois qu'on sait qu'il y a des choses qui sont vraiment contraires aux principes de base de liberté et d'égalité dans un système dont on profite, c'est difficile de dire si il faut conserver le système parce que ça sert à autre chose. Non, si c'est pas juste et que c'est pas équitable, désolé, on peut pas le garder, quoi. Et donc même les gens qui en profitent vont dire bon, ouais, effectivement, on peut pas le garder. Je pense que les principes de base sont puissants à une échelle supérieure au fait de écrire des règles. D'accord. Je pense. Mais c'est pas sûr, hein. Faut en discuter, faut voir. Ah voilà, alors il y a Jacques qui me dit le service de la dette. Il me dit c'est un bel exemple de novlangue, c'est vrai que ça fait mieux que le taux d'usure. Parce que c'est vrai le service de la dette. C'est vrai que parce que c'est comme ça que c'est dit dans les médias, le service, c'est limite et nous rend service. C'est-à-dire la dette nous rend service de la dette. Et puis en même temps, on croit que la dette c'est parce qu'on a trop dépensé. Oui, c'est ça qui est délirant. Mais c'est ce qu'on explique aux gens, parce que moi quand je vois Attali, je vois Alain qui dit vous avez vécu comme des nababs. Alors je me demande bien qui sont ces gens qui ont vécu comme des nababs. Et en gros, il faut payer la facture maintenant. J'avais vu Attali qui avait sorti un exemple un peu comme s'il disait vous avez bénéficié du grand hôtel, grand luxe, et puis vous voulez partir sans payer la facture. Je sais pas si 60 millions de Français ont vécu comme un hôtel grand luxe pendant ces 30 dernières années, mais enfin peut-être certains. Parce que la manipulation sur la création de monnaie qui nous oblige à avoir de la monnaie pour faire nos échanges, là, comme on a expliqué un peu tout à l'heure, cette manipulation-là, ce changement d'échelle, de référence, il est
très difficile à voir. Et c'est pas sûr que même un dégât comme Attali soit pas formaté au point de dire, bah si, effectivement, un État, c'est comme un ménage, s'il emprunte trop, il dépense trop, il s'endette trop, et il endette la population, etc. Pourtant, il n'est pas bête, mais c'est pas impossible que ça soit en dehors du champ, quoi. Parce qu'en plus, cette comparaison qu'on entend systématiquement, elle est complètement fausse, de comparer un État à un ménage, parce qu'un État, lui, décide de ses revenus par un ménage. C'est précisément le boulot d'un État, c'est de frapper monnaie et de créer la monnaie qui va dépenser à sa guise dans l'économie. Voilà, donc l'État est créateur de monnaie. Il y a une école là, qui s'appelle le néo-chartalisme, qui est intéressante à ce niveau-là. Ouais. Si les gens qui nous écoutent peuvent s'intéresser à ça, c'est une analyse de l'économie et de la monnaie qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais bon, il y a plein de gens qui découvrent ça en France maintenant. Et l'analyse, elle est très simple. L'exemple, c'est de dire, voilà, je suis le souverain, je suis l'État, vous êtes la population, là, tout le public qui est là, derrière vos écrans. Et je vous dis, vous me devez un impôt, allez-y, payez-moi l'impôt. Ben, ils peuvent pas. Ben, ils peuvent pas payer l'impôt. Il faut d'abord que j'émette de la monnaie. Donc je frappe monnaie, je vous paye à travailler pour moi, vous avez de la monnaie qui percole dans l'économie, vous vous débrouillez entre vous, vous créez le marché, vous vous spécialisez, vous faites ce que vous voulez, et l'année prochaine, vous me payez vos impôts. Mais c'est moi qui ai créé la monnaie. Si je ne crée pas de monnaie, il n'y a pas de circulation de monnaie, c'est pas possible. Donc un État n'a rien à voir avec un ménage, puisque l'État, historiquement, possède le privilège régalien du mot roi de frapper monnaie. Donc le fait que les États croient qu'ils sont comme des ménages, c'est parce que c'est plus eux qui frappent monnaie, c'est le secteur bancaire. Et donc du coup, les États se sont obligés tout seuls, bêtement, à emprunter de la monnaie. À leur propre... soit sur les marchés financiers en Europe, parce qu'on ne peut même pas emprunter à notre propre banque centrale, mais aux États-Unis, ils empruntent à la Fed. À la Fed, ouais. Et ils payent des intérêts à la Fed. Et les gens payent des impôts pour payer la Fed. Voilà. Sur de la monnaie qui n'est pas un problème de création monétaire pour un État, puisque c'est justement l'État qui a le privilège de la monnaie. C'est quand même extraordinaire. Alors, je vois que Laure avance une dernière question, justement. Est-ce que le bank run, c'est une solution viable? Parce que ça, c'est ce que... Solution. C'est-à-dire le fameux bank run que préconise Eric Cantona et d'autres, c'est-à-dire que nous allions tous, on va dire en masse, retirer notre argent pour provoquer nous-mêmes l'effondrement de ce système financier. Est-ce que c'est réalisable? Parce qu'il y en a d'autres qui m'ont dit, oui, mais l'essentiel de l'argent, de toute façon, ce sont c'est de la monnaie scripturale, vous ne pouvez pas toucher à cette monnaie. Bah déjà d'un point de vue pratique tout bête, les gens qui ont 100 000 euros en actions, ils vont pas aller les sortir. Ouais. Bon, donc déjà c'est pas facile à faire d'un point de vue pratique. D'un autre point de vue, on pourrait tous sortir notre argent et l'exiger en billets de banque. Voilà, c'est ça. En billets d'État. Un chèque au pire à la banque. Je veux dire, j'ai 100 000 euros, je dis rendez-moi mes 100 000 euros, ils me redonnent un chèque. Ils vont pas me redonner. Ah ouais, mais s'ils me redonnent un chèque, je suis obligé de le remettre sur un compte. Bah oui, donc ça résout pas le problème. Ça résout pas le problème. Non, à la limite, il faudrait tout sortir en espèces. En espèces, ouais. Tout sortir en billets, tout mettre sous les matelas. Et là, finalement, la Banque centrale ou l'État, je ne sais pas, serait obligé d'imprimer suffisamment de billets pour remplacer toute la monnaie scripturale. D'accord. Toute la monnaie qui est sur nos comptes. Et donc on se retrouvera avec plein de monnaie, plein de cash. Et du coup, mais bon, ça ne résout pas le problème de la monnaie dette. Parce que il faudrait quand même continuer à payer les intérêts. D'accord, mais ça effondrerait le système financier? Ça leur ferait mal vraiment si on faisait ça? C'est impossible à faire, mais si on le faisait, c'est sûr que ça enlèverait tous les investissements qui sont rentables pour les banques, oui. Ouais, d'accord. Bien sûr. Ouais. Oui, il n'y aurait plus que de la monnaie. Il n'y aurait plus que de la monnaie matérielle, quoi. Bon, d'accord.
une solution en tout cas à chercher. Eh ben merci beaucoup Gérard Fouché d'être venu. Bah oui, fini. Malheureusement c'est déjà fini. Bon, bah écoutez, c'était bien. Eh ben oui, on aurait pu continuer largement une heure de plus. Je pense que ça aurait pas été trop. Donc merci. Donc nous, on va faire continuer une petite libre antenne. Bon, le temps qui restera. De toute façon, on va faire une petite pause quand même, parce que vous avez besoin vous aussi d'aller faire vos besoins. Je parle pas de besoins financiers, mais voilà. Donc on va se retrouver tout à l'heure. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle qu'il y a votre livre Les secrets de la monnaie. Je fais confiance Stéphane, il nous montre le visuel, toujours en mode. Et donc il est disponible partout d'ailleurs. Oui. Bah, il est en vente chez Liberty Books. Libertybooks.eu. Voilà. C'est fait, libertybooks.eu. Eh ben merci beaucoup. Et puis on va continuer ce débat sur la monnaie, sur MetaTV. Vous savez très bien que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Ciao.